Bonjour, c'est Marc Sibyl. Je fais mon hot game ce soir et clap de début. Bonjour à tous, j'espère que vous jouez bien. Bienvenue dans Hot Game, la petite interview piquante et craquante. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc Sibyl. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Tu vas bien? Mais très bien. Ouais. Tu sais un petit peu à quoi t'attendre? Léger. 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 Pour ceux qui nous rejoignent, qui découvrent, je m'inspire très largement de l'émission Hot Ones de Kian Kojandi. Vous savez, l'émission où les célébrités viennent déguster des nuggets plein de sauces piquantes. Sauf qu'ici, je ne vais pas prendre des nuggets, j'ai pris des petits snacks épicés, piquants. Il y en a beaucoup moins. On n'est pas sur le même degré de piquance, mais il y a de quoi quand même titiller les papilles. Et je m'inspire aussi parfois d'autres émissions, un petit peu comme celle de Frédéric Lopez, par exemple, dans certaines présentations de questions. Alors, avant de commencer, je fais le petit laïus habituel qu'on entend sur toutes les vidéos de stream, c'est de bien vouloir supporter la chaîne en commentant, en likant, en partageant, en s'abonnant, et toutes les actions pour participer un petit peu à la popularité de la chaîne. Merci d'avance. Est-ce que tu es prêt? Mais oui, je suis prêt Cédric. Oui. Est-ce que tu manges épicé chez toi? Les épices, oui, ça me va bien. Oui, ça te va bien. ouais, Jusqu'à quel niveau? Quand même un peu. Ouais, tu vois, niveau bon, je sais quoi, pas. harissa, tabasco Ouais, ça pose pas de problème. Ça pose pas de problème, ça? Non, T'as non, déjà ça t'as déjà va. été un peu plus loin là-dessus? T'as déjà mangé des piments Ça m'est déjà arrivé de manger du piment. Du piment, ouais. Mais il y a des trucs quand même qui pas aller jusque-là, tu vois. Mais dans les trucs tight, t'as quand même des trucs assez sympas. Ouais. 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 La pire des choses qui me sont arrivées, je crois que c'est dans un restaurant. C'était quelle origine? Je ne sais plus, c'est pas afghan, c'était un truc dans le style. Où je suis arrivé et c'était pas piquant, médium, très piquant. Et le serveur ne parlait que 3 mots: pas piquant, pas piquant. Moyen, moyen. Piquant, très piquant. Alors, moyen. Moyen. Mal m'en a pris. Ah, C'était ma première expérience de piquant à l'époque. Il y a très très longtemps à Bruxelles, voilà, bref. Ok, on va commencer. Et c'est parti. Tadam, petite ambiance bleue. Petite ambiance bleue Que les peaux bleues. pour les peaux bleues avec des petits snacks bleus. On devient schtroumpf après ça, non? Écoute, ce sont des snacks à détecteur de mensonges. Merde. Ah oui, si tu as l'intention de me mentir, ta langue sera bleue. D'accord. Ah oui, t'es prêt? Oui. Ah ben, bon appétit. C'est un petit côté citronné comme ça. Ça va ça? Oui, Tu t'appelles Marc Sibyl. tout à fait. Tu fais quoi dans la vie? Vendeur de jeux. T'as un dealer. Je suis un dealer de jeux. Ouais. Et vous savez. Mais je suis à la langue bleue, mais toi aussi. Mensonge, mais pas. Hein? Mensonge ou connerie, Connerie, ça marche mieux. ça marche mieux. Ok. Ça marche Bon, mieux. d'accord. Et donc, vendeur de jeux dans quelle ville? À Chimay. À Chimay. Le magasin s'appelle Lollipop. Lollipop. Depuis combien de temps t'as ton magasin là-bas? 18 ans. On a fêté les 18 ans en 2023. Fin 2023. Déjà. Déjà 18 ans? Oui. Fameux. Et Oui. toujours au même endroit ou t'étais avant et puis t'as déménagé ou... On a déménagé de quelques centaines de mètres pour s'agrandir. Mhm. Parce qu'à l'époque, on a commencé avec une petite surface qui était. En fait, c'est pas moi qui ai ouvert, c'est mon épouse, Allez. qui faisait une reconversion temporaire où elle voulait changer un peu. Et les enfants étaient petits. L'idée, c'était de partir sur une boutique petits cadeaux, mais des petits gadgets, tu vois, tout ce genre de petits gadgets. Il y a 18 ans, c'était un peu à la mode. Même si c'était le début des jeux, mais c'était d'abord le début de ce genre de choses. Le premier magasin de jouets commençait aussi à poindre un peu partout. Et donc, moi, j'assistais, en fait, simplement. Je venais les week-ends, je faisais de la logistique derrière à la fin de l'année, etc., etc. Uh-huh. Mais il n'y avait pas de jeux de société. On a commencé sans les jeux de société, sur une surface d'à peu près 60 mètres carrés, à peu près.
Et puis, on a rencontré des gens dans le magasin et à l'extérieur, sur des showrooms, du jeu de société. Tiens, pourquoi pas. Et puis voilà, on a commencé à prendre un peu chez Asmodée, chez Gigamic à l'époque. Enfin, c'était Fairplay. Voilà. Et puis petit à petit, le jeu est rentré dans le magasin et les clients qui vont avec le jeu aussi. Et donc, j'ai découvert à l'époque des gens que je ne soupçonnais pas qui étaient autour de moi, mais qui étaient fans de jeux. Fameux, ça. Et c'est comme ça qu'est né. Le jeu a pris de plus en plus de place, les gadgets et les machins ont disparu. Le jouet est resté. Le jouet est resté. Le jouet est resté. On a agrandi un peu avec une petite surface à côté. On est passé à 90 mètres carrés. Et au bout de 4 ans, ça devenait vraiment ingérable dans la surface telle qu'elle était là. On a déménagé pour se rapprocher du centre, mais je te dis, il y a quoi? Il y a 100 mètres d'écart entre l'ancien et le nouveau magasin. Et depuis 2009, l'été 2009, on est là où on est maintenant, avec 210 mètres carrés de surface. Fameux. Voilà. Fameux. Et le jeu a énormément de place. Toujours des projets d'agrandissement de magasin ou Non. non. Un magasin en tant que tel, non. Non. Soit qu'on est bien sur cette Voilà. surface-là par rapport à la taille de la ville, c'est déjà pas mal. D'autres projets pour le magasin en lui-même? Pour le magasin, pas d'autres projets, Pas de projets spécifiquement. Bon, des petites choses qui pourraient arriver, mais qui ne seraient pas des choses surprenantes. Enfin, en tout cas, peut-être essayer de mettre mieux en valeur. Enfin, il y a des petites choses qu'il faut se réinventer en fait souvent parce que la clientèle change, plein de choses changent. Donc, tu dois toujours être en fait à l'écoute de ce qui se fait, des choses comment elles vont, certaines gammes qui vont et viennent. Surtout dans le jouet. Dans le jouet, c'est encore un peu différent. Mais pour le jeu, encore mettre plus en avant. Parce que le jeu représente à peu près 60% de mon chiffre d'affaires et il ne représente que 30% de ma surface. Ah oui. C'est presque inversement proportionnel par rapport à... C'est fou ça. Bah oui, mais une boîte de jeu, ça prend pas une surface énorme. Tu as un turnover qui est différent. Et le turnover du jouet, il y a des gammes qui sont différentes. Donc c'est plus saisonnier à la limite. Tu es quand même très fort axé sur la fin d'année. C'est quand même là que tu fais la majorité de ton chiffre dans le jeu aussi. Mais le jouet, majoritairement, c'est la fin d'année. Mais ça prend énormément de surface d'exposition. Et tu as des gammes de jouets dans tous les sens. Tu as des figurines, des animaux, enfin tu vois tous ces trucs. Voilà, tu retrouves avec les jouets premier âge, les loisirs créatifs. Là, tu peux imaginer un peu de déco, boum, tout de suite ça prend de la place. Ok, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est une grosse superficie. Bien. T'as toujours le temps de jouer ou... Un peu de temps en temps, mais de moins en moins. De moins en moins par rapport à ce qu'on jouait à l'époque. Quand j'ai commencé, on jouait 2 jours semaine, enfin 2 soirées par semaine, plus les week-ends de temps en temps à la maison avec madame. Voilà. Maintenant, les week-ends avec madame, ça doit être 1 fois par an. Et on n'a plus qu'une seule soirée par semaine quand c'est possible. Voilà. Mais je joue plus au même type de jeu non plus. Donc, on a changé un peu d'optique. Et c'est quoi ton jeu du moment? Ça serait quoi maintenant aujourd'hui? Maintenant, on joue à des jeux légers. Soit on part sur des jeux un peu... Alors, par exemple, tu vois, les jeux qu'on a fait en série, un peu mode campagne, on a eu My City, pour te dire un truc qui nous a vraiment kiffé avec le petit groupe avec lequel je joue. On a enchaîné à l'époque avec Robin des Bois, parce qu'on est toujours le même groupe de 4. Donc, ce qui fait que c'est assez facile pour ce genre de choses. Et puis le reste, c'est on teste quelques trucs, mais majoritairement du familial. Tu regardes tous les top 10 des magasins en général, Belgique, France, ce que tu veux. Regarde le top 10. C'est toujours du jeu hyper familial. Tu vas trouver du Sky Joe, du Trio, tu vois, et on a tous plus ou moins la même... même si derrière, tu as une physionomie de magasin, de clientèle un peu différente, le jeu qui, par excellence, va se vendre le plus, ça reste de toute façon le jeu familial. D'accord. Le jeu d'ambiance, le jeu familial. Tu joues plus pour tester les jeux, pour bien le proposer aux clients? De 1, oui. parce que je sais que ça correspond à mes ventes, Ouais. et de 2, plus aussi par temps, par manque de temps, l'investissement et la fatigue et l'âge aussi, parce que tous les ans, je prends 1 an, tu vois. Et donc, m'investir dans un jeu, à l'époque, quand Agricola était sorti, c'était... on a fait Bruxelles, Agricola, on a fait tous ces jeux qui sortaient à l'époque, Solkin, enfin on suivait Railroad, on était parti là-dedans. Et là, c'est une gamme de joueurs bien spécifique. Voilà, et on commençait à 20h, on terminait à 2h du matin. Maintenant, quand je commence à 21h, c'est bien vu mon timing, et à 23h30, voilà. Donc entamer ce genre de choses, ça devient compliqué. Dans les jeux, beaucoup de personnes ont leur couleur fétiche de Meeple. C'est quoi la tienne? Il n'y a pas une couleur que tu dis « Ah, celle-là, c'est ma couleur !» Il y en a, ils ne jouent que... J'ai des goûts de chiottes. Bon, j'ai pas de souci avec le rouge, le vert, le bleu, le violet. On va passer au suivant. Ouais. Wasabi. Ouais. Vert, c'est wasabi quand même. Vert, c'est wasabi. Ouais. Donc des petites cacahuètes. Wasabi, qui a bientôt 15 ans, wasabi. 15 ans Je pense. Et on vend toujours du wasabi.
Moi, j'ai commencé, Avec la boîte cubique. là oui, la boîte noire. Avec des- J'ai toujours cette boîte Allez. noire. Ouais. C'était des... Dans les reliques. Les personnages, c'est des grosses boules. Ouais. Avec des... ouais. Mmh. Puis après, il y a eu un Sumotori. Oui. Maintenant, c'est quoi ça? C'est un panda qui est dessus ou un truc? Oh, Je sais plus. Quand tu as un public qui vient, ce genre de jeu, c'est ça que j'aime bien les jeux qui restent, c'est rassurant. Pour nous, mais pour le public aussi, tu vois. Mhm. Parce que quelque part, quand tu as un jeu que tu as connu, peut-être quand tes enfants étaient plus jeunes, tu vois, ils avaient 10 ans, et que maintenant tu dois encore offrir un jeu, ce jeu existe toujours, il est toujours là. J'adore le wasabi. C'est vrai? Le gingembre aussi. Mmh. C'est aussi une racine, hein? Alors un jour, je sais, un jour, je me suis fait avoir dans un petit magasin où je cherchais des petits trucs, et ils avaient des petits morceaux de pommes cannelle, mais c'est coupé grossièrement, ça ressemble pas à un beau morceau de pomme tel que tu peux l'imaginer, dans des petites barquettes en plastique au comptoir, et il y avait ces morceaux de pommes cannelle que je prenais régulièrement, parce que manger des fruits c'est bien, et donc au magasin, je bouffais des morceaux de pommes cannelle comme ça, un peu séchés, tu vois. Et à côté, et cette fois-là, en fait, ils avaient mis des... en fait, c'est différent, ils avaient mis en fait du wasabi? Non, 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 du non, gingembre. du gingembre. Moi, j'ai acheté le pot, la dame ne m'a rien dit. Je me suis dit, ah, c'est juste que la couleur a un peu changé, mais j'ai pris ça. Donc, arrivé au magasin, je me fais une tasse de café et hop. Ici, sur ma petite tablette, j'ai un chouette petit truc. Évidemment, hop, voilà. Une jolie photo de toi. Ah oui. Écoute, j'ai retrouvé ça vraiment par hasard. J'ai cherché chez mes parents. T'as quel âge là-dessus? Ah bah, question que je me pose. Je sais pas, à mon avis, je dois avoir 7-8 ans, un truc comme ça, je pense, à mon avis, dans ces années-là. J'ai une tête d'arsouille, hein? Une Non. baby d'arsouille. Mais non. Mais non. Mais non. Il y a combien de temps cette photo du coup? Bah écoute, si on disait que c'était en 75, Voilà, ok. voilà. Ça je suis va. dans 7 ans, je suis né en 68. Si tu veux, ça va, voilà. Voilà. Ah, je ne peux pas demander. Tu vois, j'étais gentleman. Nous t'as pas pourrons fêter demandé. mes 56 ans à Cannes. Pendant Cannes, tu seras. Ouais, le 22 février, on sera à Cannes. Tous les ans, je fête mon anniversaire à Cannes. Ah Bien Ah, C'est pas tombé à l'oreille à soupe. voilà. Tu es né où? À Chimay. Donc tu es chimassien depuis. T'as des frères et des sœurs? Non, je suis fils unique. Fils unique. Mmh. Des bons ça. À l'époque, le jeu pour toi c'était quoi? À l'époque, le jeu, c'était dehors. C'était dehors. Il n'y avait pas la tradition du jeu de société. Dans les années fin 60, début 70, la tradition du jeu de société, il n'y avait rien. Enfin, il y avait ceux qui ont traversé le temps jusque-là, jusqu'à nous, c'est le Monopoly certainement, mais j'ai peut-être dû y jouer, mais je ne me souviens pas. Je me suis avoir joué au Mastermind un peu, quand même, à l'époque. Tu vois. Ouais. J'ai joué au Stratego. Ça, je crois que j'ai encore une boîte chez mes parents qui doit traîner, une originale de l'époque, un Stratego. Et j'avais un copain qui m'a à l'époque là, je suis plus âgé que ça, j'ai une dizaine d'années après. On jouait à Embuscade. C'est une espèce, à l'époque, ces grosses boîtes bateaux qui mesuraient 1,80 m sur 90 de large. C'est un espèce de. T'as pas connu ce genre de truc? Bataille C'était sur navale, non? Non, c'était un jeu de parcours en fait, tout simplement, où tu subissais des trucs. Tu devais te déplacer, tu es sur l'île de Guam, tu étais guerre non. du Pacifique. Ah ben non, ça non, j'ai jamais. Non. Et en fait, Jamais tu avais joué des trucs, c'était une espèce de 1000 bornes revisitées en mode soi-disant jeu de guerre, où tout à coup tu devais t'arriver dans un déplacement, tu avais oh pas de chance, tu es piqué par une mouche CC, tu dors pendant 2 tours, ah zut, enfin voilà. Tu avais des petites jeeps, je me souviens des petits trucs, mais je me souviens plus ou moins de la boîte, j'ai regardé les visuels sur le net, mais voilà, le jeu peut-être existe encore quelque part en seconde main, mais voilà. Mais j'ai pas le souvenir de moments, d'un jeu palpitant, j'ai juste le souvenir de jouer. En étant devenu ado, là je jouais au tennis de table, et le groupe qu'on était, c'est toujours les 4 mêmes aussi, on retrouve un peu la même physionomie de ce qu'on a maintenant, mais rien que dans le jeu. Ouais. On était tous les 4 tous les samedis, et on terminait tous les samedis avant d'aller au bal du samedi soir, tu vois, aller faire la fête jusqu'aux petites heures du matin. On terminait chez l'adulte de la bande, parce que nous on était tous des ados, on n'avait pas le permis, pour aller jouer au tennis de table. Et on jouait au whist. À l'époque, le jeu, enfin jouer comme ça, c'était mal vu ou non? C'était juste pas... c'était pas très existant, tu vois, les gens... Il y avait pas
Par rapport à l'offre qu'il y a actuellement, Parce qu'à à l'époque, il y dans avait certaines rien. mentalités actuellement, quand on dit non, je vais jouer, machin, je vais pas venir à ton truc parce que je vais jouer ça, va jouer. Il y a encore un petit côté infantilisant dans beaucoup de, dans beaucoup de têtes des gens. Bien sûr. Est-ce que il y avait déjà cet esprit On jouait quand on était jeune, on était enfant. Après, c'est ça, après, on jouait aux jeux de cartes parce que c'était plus adulte, parce que les vieux jouaient aux cartes, enfin les vieux de l'époque qui auraient mon âge maintenant. Mais il n'y avait pas cette culture du jeu n'existait pas. Moi, je l'ai découvert, quand j'ai découvert la culture du jeu, quand on a ouvert le magasin. Avant de passer à la séquence suivante, si tu pouvais aller parler à ce petit gamin-là, tu aurais un conseil à lui donner? Tu aurais un petit truc à lui dire? Toi qui sais comment il a évolué. Ouais, je lui dirais de refaire la même chose, certainement. Je pense que explorer plein de pistes, faire ce qui te passe par la tête au moment où tu as envie de le faire, suivre tes instincts, et puis après, tu vois où tu arrives. Je n'avais jamais prévu d'arriver là où j'en suis maintenant. Si c'était à refaire, je n'arriverais peut-être pas au même endroit. Donc, voilà, mais je referais certainement des parcours un peu sinueux avec tenter différentes choses, mais pas. On va voir comment tu as évolué avec la troisième séquence. Et la couleur change. Ici, on va parler un petit peu de ton parcours, plus orienté jeux de société, évidemment. Avant, on va déguster ces petits nachos là, ces petits. Oula, un petit goût fromagé, mais on va sentir un petit peu plus que le premier. Ça va? Ouais. Tu gères celui-là? Ouais. Ouais. Comment tu en es venu, toi, aux jeux de société? Alors, comme je le disais tout à l'heure. Tu étais dans le jeu de société dès le début ou pas du tout? Tu faisais quoi avant? Alors, j'ai commencé. D'où je te dis, quand je disais à moi étant petit, suis tes instincts, vois ce qui se passe, j'ai jamais rien planifié dans la vie. Et en fait, j'ai commencé après le collège, enfin après les humanités. Je suis parti sur Bruxelles. Là, j'étais plus dans le domaine plutôt artistique. J'étais très scénario, j'avais envie de cinéma, de faire. J'étais parti dans cette. J'avais un prof qui m'avait pas mal aiguillé dans le domaine, mais très. J'ai toujours été néo-réalisme italien, enfin tu vois, d'où les films fantastiques, moi ça m'a jamais. Je suis vraiment resté dans tout ce domaine, la nouvelle vague française et le reportage. J'ai toujours adoré le côté. Le côté réaliste, tu vois, à la mode striptease, mais sans le côté moqueur des choses. Oui, sans le côté moqueur, oui. Voilà. Le téléobjectif, c'est pas le truc que j'aime, tu vois. La focale courte dans laquelle tu sais que tu es à côté de la personne, ça, c'est plus ce qui me plaît. Et donc, à l'époque, je suis parti sur... j'avais fait les examens d'entrée de l'INSAS et de l'IAD. C'est quoi ça? Alors, l'INSAS, c'est l'Institut national supérieur des arts et du spectacle de Bruxelles. École de cinéma hyper renommée, tu as des gens qui viennent... Et donc, tu as commencé par ça? J'ai présenté les examens d'entrée. Oui. Et à l'IAD, qui est l'Institut des arts et de diffusion, qui est la même chose, mais qui est sur Louvain-la-Neuve, en section réalisation dans les deux. Et j'ai raté l'INSAS et j'ai réussi l'IAD. Donc je suis rentré à l'IAD. Et je me suis rendu compte en fait de que je n'aimais pas Louvain-la-Neuve. Je logeais à Bruxelles, donc je faisais la route tous les jours avec des potes, etc. etc. J'ai du stop encore à l'époque, ça marchait pour faire les deux. Et donc j'étais sur l'IAD, je me suis rendu compte que c'était trop scolaire, c'était très bateau. C'était pas assez, artistiquement, c'était pas assez poussé, quoi, tu vois. C'était très commun, et donc je sais pas, je me suis dit... Trop dirigiste? Ouais, c'est ça. Je me suis présenté en section scénario à l'ULB. Donc j'ai réussi la section scénario de l'ULB, j'ai dit cool, c'était bien. Sauf qu'en fait, il fallait avoir fait 2 années à l'époque, c'était le bac. Tu devais avoir fait bachelier. Ouais, tu devais avoir 2 années, mais je les avais pas, donc j'ai pas pu faire le scénario. Donc, et scénario là, c'est quoi? C'est écriture de... Écriture de scénario. Ok. Et donc là, j'ai arrêté, je suis reparti sur l'INSAS, j'ai représenté les examens d'entrée. Mais comme ça faisait 1 an qu'ils me voyaient dans les couloirs en train de travailler sur plein de courts-métrages, ils croyaient que j'étais déjà élève de l'INSAS. Et là, je suis rentré en section image. J'ai pas voulu continuer la réalisation, je suis parti plutôt sur le côté technique, sur le côté image. Et donc là, j'ai réussi les examens d'entrée, je suis rentré à l'INSAS. Et donc à l'époque, si tu veux, c'était les moments de c'est arrivé près de chez vous. Et donc, Rémi Belvaux, qui, je ne sais pas si tu vois qui était dans la bande, Rémi, en fait, était originaire de Namur, mais habitait à Philippeville. Philippeville-Chimay, c'est 35 km. Et je voyais souvent Rémi dans des soirées, donc on se connaissait déjà un peu de l'époque. Donc on s'est retrouvés au Café de Paris, qui est en plein milieu de la porte de Namur, qui était le café, le Stam Café en bruxellois des gens de l'INSAS qui montaient et descendaient à l'école. Et donc on s'est retrouvés là, puis j'ai retrouvé d'autres gens, puis après je suis rentré dans l'école. Et j'ai continué à faire des tournages à gauche et à droite, parfois en allant en France, machin, pour des gens, hein, mais toujours pas suivi les cours.
Ce qui fait que j'ai quand même doublé ma première année, alors que j'avais la chance d'être rentré sur 3000, on était 100. 150 sur toutes les sections confondues, j'étais rentré, mais j'ai pas continué. Donc j'ai refait une deuxième fois ma section image, mais toujours sans faire les cours. Et puis après, j'ai été éjecté de l'INSA, service militaire m'a rattrapé. J'ai fait mon service militaire, puis je suis rentré à Chimay. Voilà. D'accord. Où là, je n'ai plus rien fait du tout dans ce domaine, ni dans le cinéma, ni dans quoi que ce soit. Je suis allé seconder mon père dans son job à la laiterie. À ce moment-là, quand tu étais donc dans ce domaine artistique, cinématographique, c'était quoi ton rêve? Tu voulais faire quoi? Ton but, ton objectif, si tu avais continué ces études-là, ça aurait été de faire quoi? Moi, ce qui me plaisait, c'était surtout le côté spectacle des choses, enfin, le côté travail en équipe, le tournage. Donc, tu fais tes études, tu rentres à service militaire, tu rentres à Chimay, tu fais quoi? Je travaillais avec mon père. Qui travaille Mon dans père quoi? était gérant dans une laiterie, c'est une coopérative. Le côté coopératif me plaisait bien aussi, mais j'ai toujours connu ça depuis que j'étais petit. Mon père a toujours fait ça, donc quand j'étais gamin, j'ai toujours vu mon père travailler du lundi au lundi en passant par le dimanche. Donc c'était son job et ça me semblait tout à fait normal, tu vois. Et donc là, moi, il fallait que je gagne un peu de thunes parce que là, il n'y a pas grand-chose. Et c'est ton père qui t'embauche? Mon père m'embauche, ouais. Et donc, parce qu'il a besoin de quelqu'un et qu'en même temps, la société peut se le permettre. Donc je travaille avec lui. Et donc ça a duré comme ça pendant 11 ans, 12 ans, presque 13 ans. Je ne suis pas très sûr, mais enfin disons entre 11 et 13 ans. Elle faisait quoi ton Catherine, on a fait toujours le même job en fait. Mais elle a toujours travaillé pour la WEX et pour le. Oui, ok. Tu vois, et donc elle était sur Charleroi, mais sur son Namur, mais elle a toujours été dans ce domaine. Elle a juste pris une pause à un moment donné. C'est elle qui a lancé le magasin, et puis à un moment donné, on a switché. Donc plus tard. C'est elle qui a lancé le... C'est elle qui a lancé le magasin, c'est ça que je te disais. J'étais son aide au départ, j'étais son assistant où je venais en fin d'année et je venais faire des week-ends. Donc c'est elle qui a décidé du nom du magasin ou c'est toi? C'est tous les deux. Lollipop, c'était tous les deux. C'était une émission enfantine quand nous on voit la télévision, tu avais Gueuluc et tu avais le. Ça te dit rien? Tu n'as jamais connu Lollipop? Tu avais une émission qui passait là. Ah, c'est vieux, hein? Ah, t'étais pas né. C'est ton épouse qui ouvre le magasin. Oui. Et après? On switch parce qu'à un moment donné, deux indépendants. Donc elle était indépendante en plus de travailler Elle était en pause carrière. Elle était en pause carrière et donc là on a refait le switch. Moi j'étais indépendant complémentaire et elle était indépendante à titre principal. Et puis on a switché. Catherine s'en sortait plus, ça devenait trop pénible. On avait déménagé entre temps. Et donc le volume des 200 mètres carrés, elle toute seule dedans, elle n'arrivait plus à gérer, les jeux, elle n'arrivait plus à suivre. Et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et on s'est mis à table. Vous avez commencé... On a re-switché, elle est repartie à la région wallonne et moi je suis venu à temps. Vous avez commencé par du jouet, puis du jeu ou alors le jeu? Le jouet d'abord. Le jouet d'abord. Ouais, les accessoires, les petits trucs, les petits gadgets et tout. Et puis le jeu est arrivé, je t'ai dit, dans la deuxième année d'ouverture du magasin à peu près. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de dire ah ben tiens, on va prendre du jeu de société? C'était des demandes des clients en fait, ou alors tu non. avais commencé à jouer, tu dis ah tiens, non, c'est bien de mettre ça dans le magasin? En fait, il existait un magasin dans Chimay à l'époque, quand on était gamin, il y avait des magasins de jouets aussi qui existaient, tu vois. Oui. Et il y avait un ancien magasin qui avait été repris par une dame et qui avait amené dans le magasin, je crois, la première gamme des jeux Gigamic, Quarto, Quixo, Corridor. Ah, les jeux en bois, voilà. là, les jeux et donc, en bois. Elle n'avait pas plus, elle avait quelques jeux dans le style. Et je me souviens qu'on avait acheté, je pense que c'est Quarto qu'on avait acheté à l'époque tous les deux. Et au début que les enfants étaient nés, on s'est dit, ouais, on avait joué quelquefois à Quarto. On s'est dit, ouais, ça peut être sympa. Et on a recontacté le distributeur qui était Patrick de Taille à l'époque sur Fairplay, tu vois, qui était à Fernelmont, qui était le distributeur de Gigamic à l'époque. C'était qui les gros distributeurs de l'époque? Ah ben les gros distributeurs de l'époque, tu avais Odin, qui est l'ancêtre d'Asmodée. Ok. Quand Sophie, qui est revenue, qui est passée chez Asmodée, qui est repartie, c'était, à l'époque, moi c'était Odin. J'ai connu Odin et Fairplay, qui était la boîte de Patrick. Les jeux de société, ils venaient de là majoritairement. On avait que ça. Et c'était quoi les jeux de l'époque, donc les gros titres de l'époque? Time's Up, c'était le début de Time's Up quand j'ai commencé. Ah oui, donc Repoprod existait déjà. C'était le tout début. Moi, j'ai vraiment connu, on a vraiment suivi Repoprod depuis le début. Et en fait, ce qui était génial à l'époque, c'est que du temps d'Asmodée, je crois que ça continuait un peu. Il y avait vraiment une volonté de mettre le jeu en avant, tu vois. Et donc, il y avait une nocturne par mois chez Odin. Une nocturne par mois. Un vendredi par mois, on fermait le magasin à 18h, on montait dans la bagnole, on était les derniers arrivés parce que on arrivait de loin, Chimay Bruxelles, 2 petites heures, voilà. Et donc on quittait tous les deux, Catherine venait avec moi, et on fonçait, c'était un rituel, quoi. C'était génial, quoi. C'est comme ça qu'on a vraiment pris goût. Fairplay, Patrick faisait de temps en temps des petites animations chez lui dans le showroom.
où ils venaient en magasin, tu vois. Mais là, à Asmodée, on retrouvait toutes les boutiques. Donc j'ai découvert à l'époque, parce qu'en même temps que moi, Tanguy, Casse Départ, c'est la même époque, tu vois, c'est 2005 aussi. Jeune Nîmes, c'est 2004-2005, Ouais, ça joue, c'est dans les mêmes années. Donc tous ces gens arrivaient un peu, et on se trouvait dans un showroom à 40-50 personnes, il y avait des animateurs comme toi tu peux connaître encore maintenant, où tu avais des gens à toutes les tables, les éditeurs étaient souvent là, quoi. J'ai vu les débuts d'Yellow, les tout premiers jeux d'Yellow qui étaient distribués à l'époque par Asmodée. Avant qu'il Victor, le château au même mille aussi. miroirs et des trucs pareils, c'était Yellow qui arrivait avec ses boîtes, quoi, tu vois. C'était plus facile à l'époque du coup de pouvoir avait échanger ouais. et de pouvoir bien cibler les jeux. Tu jouais tous les mois. Maintenant, tu fais comment pour te dire, tiens, parce que je suppose que tu reçois des catalogues et tu dois faire tes commandes et non, Dans le jeu, t'as pas de catalogue. t'as pas de catalogue. Non. Et donc tu fais comment pour dire, ah tiens, je vais prendre X boîtes de ce jeu-là, X de celui-là, pour être certain de des base. newsletters. Alors Ouais. tu peux aller au showroom. Chez Asmodée, tu peux aller tous les ans. Je passe au moins une journée au showroom pour aller passer en revue toute la gamme après Cannes pour voir un peu où on en est, tout ce qui sort, ce qu'il va y avoir, un peu avoir des dates. Le reste, tu le fais via la newsletter, via leur site, via leurs représentants. Enfin, il n'y a pas via Cannes où tu vas dans un autre salon voir un peu ce qui se passe, quoi. Mais Ça doit prendre un temps de dingue de faire de la veille ludique du coup. si En tu veux plus- vraiment, En plus de gérer c'est ça toute la gestion du magasin, faire de la veille ludique. c'est pour ça que tu es vraiment obligé de te spécialiser un peu. Soit tu veux aller vers quelque chose d'un peu plus core gamer, et donc là, tu cibles et tu vas chercher des infos là-dessus. Tu vas tout le temps être en veille permanente, encore plus dans ce domaine. Tu vois. Par contre, si tu es que sur du jeu enfant-famille, t'as un peu plus de battement parce que les gens n'ont pas le même besoin. Tu vois. C'est des clients différents. Donc il faut adapter effectivement tes recherches par rapport à la cible. Ça met à mal, surtout pour l'instant, je trouve, c'est le rapport entre le net d'un côté qui n'a pas de frontières et la boutique physique, l'humain qui essaye effectivement d'achalander son magasin en fonction du marché et qui voudrait bien proposer des produits et gagner sa vie, tu vois. Et ça c'est un problème, tu vois. Et le client n'est pas toujours non plus au courant, ne se rend pas toujours compte derrière de tout ce qu'il y a derrière. Alors, je trouve, tu vois, par exemple, j'ai vu paraître un article, je crois que c'est hier ou avant-hier, sur Gus & Co. Il y a des trucs parfois qui m'irritent un peu, où le gars dit, il parle d'un prix d'un jeu chez l'éditeur, quand il arrive chez le distributeur, quand il arrive à la boutique. Et la conclusion, c'est la boutique se gave. En fait, non. Parce qu'en fait, chacun gagne sa vie. Et je dirais que c'est comme pour les agriculteurs maintenant, comme pour plein de gens. Il y a un moment donné, il y a un prix sorti d'usine. Derrière, il y a un éditeur qui doit récupérer ses billes pour payer son auteur, ses illustrateurs, payer son personnel, faire vivre sa boîte. Un distributeur qui doit faire la même chose. Et une boutique aussi. Alors pourquoi est-ce que la boutique devrait être plus incriminée dans le secteur en disant c'est elle qui prend la grosse partie, c'est elle qui prend les risques aussi, tu vois, parce que quand tu achètes, tu payes tout, presque parfois, tu payes à 30 jours tes factures ou même parfois sur le champ, tes jeux ils sont là, est-ce qu'ils vont se vendre? On va passer à une autre de tes activités. On va passer à la 4e séquence. Mais avant d'en discuter, on va... Là, ici, c'est des simples nachos, mais avec quand même une petite sauce relevée, bien relevée, qu'on peut retrouver dans la fameuse... Alors, je t'en prie. C'est mou, c'est pas bon. Un peu que ça. Ça pompe. Ça. Un petit goût, un petit côté sucré comme ça. Ouais. J'aime moins ça. Un côté tout mou comme ça, c'est pas agréable. Je suis pas contre le piquant. Mais alors les chips qu'on ramollit ton truc là, tu me fais pas rêver. Ah non? Ah non. Non. Au niveau du goût et de la piquance, qu'est-ce que Ça va. tu gères? Alors, tu n'es pas que vendeur de jeux, tu es auteur de jeux aussi. Ah oui, écoute, oui. Une Auteur casquette qu'il fallait avoir. Une casquette qu'il fallait avoir. Et donc, tu es l'auteur de ce... Le co-auteur, attention, le co-auteur. Donc, vous êtes 3 auteurs dessus. On est 3. Il y a toi, il y a Romain Loussert Oui. et Philippe Grandjean. Philippe Grandjean. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment vous êtes arrivé à produire Alors, Romain donc, a migré de Bruxelles à il habitait Bruxelles au départ. On se connaissait. Expliquer un petit peu le principe du jeu? Ouais. Bien sûr. Donc, en fait, sinon, je te fais la jeunesse du jeu en même temps, mais je te fais. Oui, vas-y. Donc, le principe, c'est que Romain est venu habiter à Chimère il y a quelques années, 6 ans maintenant, je crois, un truc comme ça.
Et donc on était potes par Asmodée, et on s'est retrouvés sur Chimay. Philippe est en fait un gars qui venait aux soirées jeux, qui était étudiant vétérinaire, qui maintenant est vétérinaire confirmé. Et les deux ont sympathisé aussi, et on s'est retrouvés. Mon groupe de jeu, en fait, c'est chez Romain, tous les jeudis soirs, on joue Romain, Tiffany, qui est la compagne de Romain, Oui. Philippe et moi. Voilà. Ok. Et on a passé notre Covid à jouer tous les quatre. Ok. On peut le dire maintenant que le Covid est fini. Oui. Bah, Voilà. Donc tout, on Par écran interposé, on est bien d'accord. dans la même pièce. Dans la même Ouais. pièce. On jouait tous les quatre. Alors, c'était très drôle parce qu'à minuit moins 10, moi j'ai 10 minutes de route. Je fais, vite, faut partir. Voilà, pour ne pas se faire piquer. Bref. Et donc nous jouions les jeudis, comme d'habitude. Et comme je te dis, on joue des jeux légers. Donc ça, je t'ai dit en début d'interview, on ne fait plus de gros jeux. Et donc sur le type de jeu où on jouait, on a fait My City par exemple pendant le Covid, Ok. qui nous a enchantés. Comme c'est un jeu léger, je ne sais pas comment c'est parti, mais on s'est retrouvés à... Moi, je me suis retrouvé, ou quelqu'un a commencé, un de nous deux, je ne sais plus, à chantonner des répliques plutôt que de répondre normalement. Quand quelqu'un te disait « Mais pourquoi tu mets ça là ? Pourquoi ? Mais pourquoi Voilà. Et donc, toutes les réponses, c'était parti comme ça en chanson, ça allait dans tous les sens. Et puis, à un moment donné, il y a eu une réflexion, je ne sais plus exactement à quel moment ni comment, lequel dans les quatre a lancé l'histoire, mais c'est vrai que les jeux de chansons, il n'y a pas tellement de trucs. Ouais, ça serait sympa. Bah, À oui, part les blind tests. Et oui, mais alors Philippe, il faut savoir que Philippe a déjà présenté 2 fois les tests de N'oubliez pas les paroles. Sérieux? Ah oui. Et donc il espère, il a bossé comme un dingue, il espère toujours à un moment donné pouvoir Quoi passer à N'oubliez pas les paroles. Ah ouais, non, lui il est hyper fan. Voilà, et lui-même joue de la musique, il joue de la batterie, Mhm. donc voilà. Et on s'est dit, bah ouais, c'est pas con. Et puis, première petite carte, je crois que je les ai même dans la bagnole encore de l'époque, un petit sleeve où on avait pris quelques chansons francophones connues, un Jacques Brel, un Indochine, une Mylène Farmer, quelques trucs. Et Romain passait au magasin de temps en temps avec 2 cartes dans la poche. Et puis, ah tiens, voilà, le client, alors. Et bon, entre-temps, évidemment, les choses ont un peu changé. Donc l'idée, de Mixit, c'est de prendre des paroles de chansons françaises. On a été chercher, pas dans le refrain, parce que souvent le refrain fait que ça soit un peu trop reconnaissable. On a été chercher des paroles, mais des mots qui ne se trouvent peut-être que dans cette chanson, tu vois. Oui, des mots. Maison bleue, par exemple. Des mots iconiques, oui, c'est vrai, la maison. Tu vois, C'est tu vas une aller chercher. maison Ah, bleue. bleu, dans quoi est-ce qu'il y a bleu? Bon, on va pas mettre maison, on va aller chercher bleu. Et donc, on s'est amusé ensuite à se dire, bon, ok, on va persévérer un peu, on va aller chercher un peu plus de détails. Au début, c'était un peu bateau. Donc, on a un peu affiné les choses. Et on s'est retrouvé à écrire, je crois qu'au départ, Romain et Philippe avaient fait une centaine de chansons, à peu près. Et on est allé le présenter à différents endroits, mais même pas en festival, ni rien, vraiment autour de nous, une fête de famille. Romain parti en vacances, il l'a fait tester là-bas. Philippe le faisait avec ses potes véto, plein de jeunes qui adorent la musique, mais la musique année 2020. Et au magasin de temps en temps, tu vois, on faisait tester des trucs, c'est sympa. Et comme Romain venait de signer l'année précédente 13 mots chez Captain Games, Oui. qu'on avait, on avait une bonne image. Moi, j'ai toujours connu Repos Prod, j'ai toujours été un aficionados de Repos. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, il vient de faire 13 mots, on va d'abord les présenter là. Moi, j'ai pris le proto, je suis allé à Cannes. J'y étais de toute façon. Oui. Et donc, je suis allé au bureau, j'ai vu Cédric et François, et je leur ai présenté un peu le truc. On a fait quelques chansons, on dit ah ouais, ok, ça paraît pas mal, tu l'as présenté ailleurs? Non. Oh bah écoute, on y réfléchit, on te dit quoi, voilà. Je crois qu'ils ont fait jouer aussi, je pense, la fille de Cédric, ils ont fait jouer la maman de Cédric, ou des gens à gauche et à droite, en repas de famille, et puis ils se sont rendus compte que la sauce prenait, donc on dit bah ok, c'est bon, on signe et on le fait. Voilà, et donc ils ont été voir, je sais qu'à l'époque ils ont été voir Asmo qui était demandeur de jeux de comptoir. Asmo France, voulait avoir un display de comptoir parce qu'il y a d'autres gens qui en font, eux n'en ont pas. Et donc ils ont dit ça serait merveilleux d'avoir un jeu qui se présente en display, pas une grosse boîte. Donc parti sur petit dessin, machin, 6 boîtes, voilà, 54 cartes, c'est le format classique d'un jeu de cartes. Donc ce qui veut dire qu'il faut, moi les cartes de règles et machin, 50 cartes, ça fait 100 chansons. Donc faites-nous 600 chansons et puis on y va. 600. Mais au total, il y en a 1100 et quelques qui ont été écrites. Et dans les 1100, il y en a eu 660 de retenues.
Nous, on a fait sur base de toutes nos connaissances personnelles et de nos goûts personnels, sur tout truc qu'on trouvait chouette à faire. Et puis après, l'éditeur a la main, et puis il a sorti 6 boîtes, il nous a proposé ça. Et donc comme ça a ça, parti d'un petit délire à 3 comme ça. Ah, c'est vraiment une joke, ouais, c'est vraiment, ouais, pourquoi pas. Oh, si ça marche, ça marche. Parce qu'en fait, on a toujours eu avec Romain et Philippe, on a des discussions en permanence sur le jeu, puisqu'on s'est donné à un moment donné, en fait, Romain a toujours un avis sur tout, tu vois, donc c'est toujours oui, mais ce jeu-là, on aurait dû le mettre ça, aurait été comme ça, c'est ça. Et donc des fois, on se dit, mais tais-toi et joue. Et puis à un moment donné, je crois que c'est sa femme qui l'a appelé le ludologue en chef. Ça prend combien de temps pour analyser une chanson comme ça parce que en fait vous avez pris les mots mais vous avez recomposé des phrases Oui. Alors, avec un vrai contexte dans les phrases. Alors c'est pas un travail d'écriture de jeu comme on peut l'entendre, il n'y a pas d'équilibrage, tu vois. Non, il n'y a pas d'équilibrage. Il n'y a pas de testing, machin. Après, tu as juste un peu de voir si les chansons tournent ou pas par rapport au public, mais tu as, à la limite, tu vois les top 50 des années 60, des années 70, 80, 90, tu vois un peu les chansons qui ont mieux marché, tu vas puiser là-dedans. Il y a le collectif, il y a quand même comment je dirais, la mémoire collective de tout le monde, quelles sont les chansons qui marchent le mieux, ça va tout de suite. À partir du moment où tu dis, cette chanson-là, je vais extraire des paroles. Alors, on a tous les trois travaillé plus ou moins de la même manière, jamais ensemble, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, chacun est dans son coin, chacun fait son job. On s'est réparti plus ou moins les choses. Je crois que c'est Philippe qu'on a fait le plus, Romain et puis moi en dernier. Mais quand tu fais 10 ou 15 chansons par jour, t'es lessivé du cerveau, tu vois, parce qu'en fait, tu écoutes la chanson. Donc d'abord, le tout, c'est de mettre un peu de l'air pour avoir un petit peu l'air, machin, pour essayer de trouver quelque chose qui tient dans un nombre de caractères qui correspondrait à une demi-carte, sans que ça soit trop long. Et donc, avec des mots qui te rappellent, mais que ça soit drôle aussi, si possible, que ça ait un peu de sens, que ces phrases soient un peu drôles. Sur certains, vous êtes fait plaisir quand même. Oui, mais oui. Alors, ça a été écrit sur 1 an à peu près. Hein, donc, parce que je pense que c'est là-dedans que j'ai découvert 2-3 trucs. On a tous une queue plissée oubliée dans le cœur de cheval du lycée, fille et petite jupe. Oui, mais voilà. Voilà, ouais. C'était voulu. Ah oui, mais dans plein de choses. Évidemment, le but, c'est que ça ait une connotation humoristique et que à la limite, si tu ne trouves pas la chanson, tu te marres en écoutant la phrase. J'aime ça quand les Brésiliens dans ma tête me donnent un nom de vieux chapeau. C'est qui ça? Je suis incapable de reconnaître les. Je te jure, non, mais je suis archi nul, moi. T'es nul à ton propre jeu. Ah oui. Pour te dire, je suis capable de reconnaître si c'est moi qui ai écrit ou pas, mais je suis souvent incapable de trouver la chanson. On a tous une queue plissée oubliée dans le cœur de cheval du lycée, fille et petite jupe. J'étais parti sur TDC de Johnny Hallyday, mais c'est pas ça du tout, non. Woolsey? Ah, c'est Woolsey? Recollection? Ah oui, non, pas du tout. Et enfin, ici, là, le chapeau, là. Donc, j'aime ça quand les Brésiliens dans ma tête me donnent un nom de vieux chapeau. Une Belge. Ah, Tata Yo-Yo, c'est Annie Cordy, voilà. Et alors, celle-là. Si j'avais des poils sur la saucisse comme Suzanne Boyle, j'aimerais tellement faire l'amour contre un meuble Ikea. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps, mais je ne sais plus qui c'est, mais c'est assez récent, ça, je crois. Oui, ça c'est récent. Pisser debout de... Oui, ça c'est pas mon truc. Ça c'est Philippe, ça, tu vois. Voilà. Philippe, il avait chacun ses... voilà, mais on s'est bien amusé derrière l'ordi à créer des trucs, à les lire et à les faire... voilà. Mais c'était vraiment le fun du truc, c'était vraiment l'écriture. Et donc c'est vrai que j'ai parlé avec différentes personnes parfois qui sont un peu dans le jeu, voilà, quelle que soit leur fonction. Je dis, mais ce qui est drôle, là vous avez dû vous amuser, c'est de s'amuser d'écrire, quoi. Et quand tu as fini ta phrase, tu dis, oh non, je vais changer ça, je mets ça comme ça, et c'est très drôle, tu vois, et voilà. Donc, et souvent, tu as des gens, quand tu lis la phrase, ils pouffent de rire. Je relis un peu, parce que là, ils savent même plus de quelle chanson il s'agit, mais tu te dis, c'est complètement tordu votre truc. J'ai même vu un chouette article, je trouve, c'était dans Plateau Magazine. Ils avaient fait un petit article sur Mixit que j'ai trouvé très très joli, parce que je crois que la personne qui l'avait écrite terminait en disant que parfois, ils avaient trouvé que certaines chansons finalement n'était pas plus mal. Le texte retravaillé que le texte original. Donc je dis, ça c'est merveilleux, ça c'est un compliment qui faisait vraiment plaisir, quoi. Donc voilà. Et donc nous on était contents que le jeu déjà puisse être édité, et qu'il puisse sortir et qu'il se vende. Après j'ai pas. Donc vous avez donc 6 boîtes comme ceci. D'une 50aine de cartes. Il y a 54 cartes dedans. 54 cartes. Voilà, et tu as... Et deux chansons par carte. Oui, exactement. Ouais. Tu as 100 chansons par boîte. Quand tu enlèves les 4 cartes de règles, voilà. Les boîtes ne sont pas thématisées? Non, il n'y a aucune thématique. Une boîte se suffit à elle-même. Et dans chaque boîte, tu as des années 50 avec des chansons qui pourraient être Petit Papa Noël, etc. Ouais. Jusqu'à du 2022-2023. Donc...
Donc tu as vraiment toutes les époques avec vraiment un ratio des années 80-2000 où il y a le plus, parce que c'est là où il y a effectivement le plus de potentiel, qu'avant les années 80, ça devient plus complexe, et après c'est un public plus jeune, un peu différent. Mais pour la génération de nos Mais parents, une seule boîte. Oh non, mais une seule boîte. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, on voulait. Au départ, on était parti sur l'idée. J'ai encore les premiers layouts qu'avait fait Captain. C'était une boîte années 80, une boîte années 90, une boîte années 2000. Oui. Moi, j'avais même imaginé. Je me dis, ce serait cool si on avait un format Walkman, un format boîte à facettes et compagnie. Mais ça faisait grimper le prix. Tu vois, un peu à la mode, comme Scorpion Masqué a fait pour ses petites boîtes maintenant, avec 0 à 100, etc. Ça pourrait être fun, mais ça faisait monter le prix. On n'était plus dans un display de petites boîtes à mettre au comptoir. On était sur une boîte et tu ne pouvais plus en faire 6, tu en faisais peut-être que 2 ou 3, etc. Mais voilà, il y a eu plein de choses. Et très vite, Cédric a dit on va abandonner l'idée des années 80-90, on va faire une mixité dans la boîte, toutes les années dedans. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien, c'est que souvent au comptoir, au magasin, les gens me disent ah, mais alors laquelle commencer, quelle année, parce qu'on joue tout. Mais je dis dans une boîte, vous avez toutes les années. Et la preuve est que quand on a fait toutes les démos qu'on a fait après, nous, on a fait des soirées sur Chimay, évidemment, avec du public, mais tu as des ados dedans, mais même les ados, ça fonctionne parce qu'il y a plein de chansons pour eux. Et donc, papi, mamie, il y en a, papa, maman, il y en a, et les ados, il y en a. Donc, l'avantage, c'est que tu rassembles tout le monde avec une boîte. Et j'ai vu sur Mixit, il y a eu beaucoup de trucs en radio qui sont passés, notamment sur Tipeee, tu pouvais gagner des... Ils l'ont utilisé parce que ça, c'est un jeu radio merveilleux. Et donc, ils faisaient les défis de 2 auditeurs, étaient appelés, une carte élue, et la première des 2 qui répond, tu vois. Voilà, donc il y a eu... Moi, je trouve que c'est important d'aller supporter, comme on fait ici, enfin, je veux dire, d'aller supporter les gens qui sont autour du jeu, qui aiment le jeu, qui promotionnent le jeu, qui... voilà, donc il faut... c'est un truc que tu aimes bien, ça, Ah oui, mais c'est important. Mais, on va en discuter un petit peu. Dans la lumière rouge. Ouais, dans la lumière rouge. Je te voyais venir. Je n'ai pas encore touché le yaourt. Non. Ah. Tu me diras si tu le touches. Écoute, on verra. Je ne sais pas. Allez. Ça a l'air moins agressif que l'autre, tu vois. Oui, mais ce n'est qu'une impression. Ça va. C'est vrai? Oui, ça va. Deuxième. J'attends l'arrière. C'est après que ça se passe. Ça commence à venir. D'où il ne faut pas mettre trop à la fois. La promotion du jeu, la transmission de la passion. C'est ça que tu voulais un petit peu parler. Mais en fait, c'est un peu toute la genèse. En fait, grosso modo, première chose, le magasin est arrivé comme ça. On en a parlé tout à l'heure. Il se fait que le jeu, on a présenté quelques boîtes de jeux, les gens ont vu la vitrine, il y a des jeux, les gens sont rentrés. Vous faites du jeu de société à Chimay? Parce que moi, je jouais, j'étais aux études à Namur, moi j'étais aux études à Bruxelles, j'étais là-bas, j'allais acheter mes jeux là-bas, maintenant je suis revenu dans le coin, je suis marié, des enfants, c'est cool qu'il y ait des jeux. Mais si vous voulez, moi je joue, moi j'ai jamais joué de ma vie, enfin je veux dire, comme je t'avais dit, 3-4 jeux. Donc je me suis retrouvé avec des gens tout autour de moi qui m'ont dit, mais cool, viens jouer à la maison, viens. Et donc je me suis retrouvé au début à 3 fois par semaine. C'était jouer chez machin, chez Laurent, tu connais Laurent Toussaint, tu as déjà vu quelques fois. Voilà, on jouait 2 fois là-bas, on a commencé, l'engouement est venu. D'autres gens sont venus à côté, c'est cool, on va venir jouer aussi. On va venir jouer une fois là-bas, une fois chez machin, une fois chez bidule. Et si on faisait des après-midi le dimanche, c'est une très bonne idée, on va trouver une salle, la salle des scouts, on va faire du jeu le dimanche après-midi. Et on a commencé à avoir des gens qui venaient, vous aussi vous jouez, tu vois. Et puis les choses se sont mises en place, ce qui fait que le jeu a commencé à prendre de la place dans le magasin, d'où la nécessité à un moment donné de migrer, ça devenait un petit peu petit. Et puis ça s'est vraiment très vite mis en place, l'instauration d'une fois par mois au début. Carrément, une fois par mois. Et le festival, puisqu'ici on était donc, à la 11e. Tu faisais des soirées jeux une fois par mois. Ouais. Et à côté de ça, non, l'après-midi, c'est les dimanches après-midi. Les dimanches après-midi. Ouais. Et puis après, tu as lancé un festival carrément. Ouais, mais tous ensemble. Parce qu'en fait, c'est vraiment toute une équipe qui s'est formée tout autour de moi. C'est pas moi qui suis allé chercher les gens, tu vois. Les gens sont venus parce qu'il y avait le jeu qui a rassemblé tous ces gens qui sont venus se greffer avec leur connaissance. Et moi, j'ai appris de tous ces gens parce qu'en fait, je partais de zéro, tu vois. Et moi, j'ai découvert le jeu. Pourquoi toi, tu as voulu créer ça? J'ai pas créé. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Alors, j'aime bien. Ce que j'aime, en fait, c'est. J'adore être un peu l'hôtelier, le sommelier, tu vois, cette personne qui reçoit et qui. Comme je le fais dans le magasin, mais j'adore le faire à tout moment. Si je pars en vacances quelque part, je vais dire aux gens, si vous allez là-bas, allez là-bas, faites ci, faites ça, il y a des machins. Tu vois, j'aime bien être un peu l'ambassadeur de tout ce genre de choses. Et même chose dans le jeu, mais je trouvais que là, en plus, il y a une dynamique. Je retrouvais dans l'équipe des gens qui m'aidaient un peu ce que j'avais dans le cinéma avant.
C'est-à-dire que je retrouvais toute cette équipe de gens qui mettaient la main à la pâte, tout le monde bossait, on avait un point commun, c'est que c'était l'objectif de créer cette animation-là, de créer cette dynamique-là, tu vois. Et puis j'ai découvert que dans le jeu, moi j'étais quand même pas mal dans le domaine artistique avant, je retrouvais quand même, graphiquement, il y a quand même de superbes choses, il y a plein de choses derrière qui se mettaient en place. Il y a le côté animation, le côté un peu théâtral, un peu foufou du t'animes un jeu et t'es parti. T'avais à l'époque, je me souviens, des Cash and Gun Live, je sais pas si tu as connu, Oui, les Cash and Gun Live, où j'ai fait des Ah oui, la animations petite Asmodée, boîte. La petite boîte. avec le sifflet à Oui, l'intérieur, oui, oui, oui. où t'avais des gens et tu tournicotais, puis tu te tirais dessus. Enfin bon voilà, c'était complètement fatra, mais ça marchait du tonnerre. Et donc tout ce côté un peu animation de groupe et tout me plaisait beaucoup. Et donc le fait de parler des choses que j'aimais bien, de transmettre des trucs qui me tenaient à cœur, je me dis c'est important pour moi, tu vois, si je trouve un petit producteur local qui fait du merveilleux fromage, j'en parle tout autour de moi, aussi bien dans le magasin que mes amis, machin, faut aller là-bas, il est bien son truc. Je ramène, je fais goûter à tout le monde à la place du gars, tu vois, c'est si, hey, bouffe, tu vois, c'est bon, ah ouais putain, c'est vachement bon. Bah pour le jeu c'était le même. J'ai découvert le jeu, je dis, oh, c'est génial. J'ai découvert les premiers jeux de ma vie, des saboteurs à l'époque que je ne connaissais pas. J'ai découvert, qui est arrivé même après, Wasabi. J'ai commencé par des jeux que je n'avais jamais, Mémoire 44, c'était les débuts aussi. Qu'est-ce que tu avais d'autre? Time's Up. Je découvrais plein de choses comme ça qui arrivaient, tu vois, waouh, c'est génial. Et donc, il faut en parler aux gens, il faut leur dire que c'est bien le jeu. Et donc, les après-midi, le dimanche, c'était de se dire, mais venez jouer. Et donc, les gens trouvaient une bande de zozos qui passaient leur temps le dimanche après-midi, parfois même costumés, déguisés en machin pour présenter un jeu. Ils trouvaient ça génial. Et donc, on est passé de 20 personnes à 30 ou à 40, puis avec des flux, bon, ça, c'est les occupations des gens, c'est différent. On s'est dit à un moment donné, ouais, on a vu qu'il y a des gens qui faisaient des festivals à gauche, à droite, tu vois. On s'est dit, mais on ferait bien la même chose, nous Et ça ne aussi, t'épuise pas à la longue? Non, ça me motive. Si ça se passait mal, je crois que si toute cette fréquentation s'en allait et qu'on se dit qu'il y a vraiment, ça s'essouffle, là, je dirais, je ne sais pas si je continue, tu vois. Mais là, pour l'instant, quel que soit, parce qu'il y a les ventes du magasin d'à côté, qui sont quand même mon salaire, et il y a ce côté rythme à côté avec toutes les choses qu'on fait, parce qu'en dehors du magasin, j'ai aussi d'autres activités, ça je te dirais aussi, mais cette dynamique et tous ces gens qui sont autour, petit à petit, on professionnalise. Maintenant, le festival est une ASBL. On est passé de, à l'époque, on avait 120 personnes la première fois qu'on l'a fait. On est à 1800 maintenant, quoi, tu vois. Donc, alors, sachant que Chimay compte 3000 habitants. Bah, Chimay est quand même pas mal connu pour. Il est connu pour la bière. Oui, mais quand tu regardes, quand les gens doivent se déplacer, les gens ne se déplacent pas. Tu as la E42 qui passe là, tu vois. Et tu as la E411 qui passe là-bas. Nous, on est là. D'accord? Là, à côté, tu as les petites villes françaises. Chimay, c'est 1h30 pour aller à Bruxelles, 1h30 pour aller à Lille, 1h30 pour aller à Reims. Et au milieu, il n'y a rien. Mais du côté français non plus. On est dans le même cas de figure. Et donc, je me suis toujours dit, mais il faut fédérer tous ces gens. Il faut que tous ces gens. Donc, moi, je bosse aussi bien avec des Français, ludothèques françaises, des clubs, des associations françaises, des mairies françaises. Tu as plus de Français que de Belges qui viennent. 35% de ma clientèle est française. Ok. Voilà. Et dans le jeu, on est plus, j'ai plus de dynamique vers la France, parfois que vers la Belgique, tu vois, parce que. Qu'est-ce que tu entends par plus de dynamique? Mais parce qu'en fait, c'est du fait que le territoire est beaucoup plus grand, le fait d'être proche d'eux, je suis plus proche, moi, d'eux, que eux ne le sont d'un autre grand centre urbain. Tandis qu'en Belgique, 20 ou 30 km plus loin, tu as déjà un autre centre urbain. Ce qui fait que les gens, quand ils sont à mi-chemin entre Chimay et Charleroi, ils peuvent choisir Charleroi parce qu'il y aura plus d'offres à Charleroi que Chimay. Donc les gens qui sont à Walcourt ne vont pas descendre à Chimay. Par contre, les gens de Chimay iront à Charleroi. Mais Charleroi ne viendra pas à Chimay. Or, dans le festival, il y a des choses qui bougent, mais tu vois, un peu la dynamique, elle est là. Et donc, j'ai toujours aussi voulu, parce que je me dis, au départ, moi j'ai vécu quand même 7 ans à Bruxelles, j'étais un peu à gauche et à droite, je me dis, Chimay, après tout, puisque j'y viens vivre, j'ai envie qu'il s'y passe quelque chose, tu vois, j'ai envie d'être un acteur local aussi, en me disant, ma région est bien, et finalement je m'y installe, il y a plein de gens autour, il y a une belle dynamique qui s'est créée, je t'ai dit, depuis le début avec les gens autour de moi, qui sont des gens installés aussi là, donc faisons quelque chose ensemble, faisons en sorte qu'il se passe quelque chose, et donc j'ai toujours voulu qu'il se passe quelque chose dans Chimay. Tu as un hyper référent sur Chimay en fait. Ouais, mais c'est pas pour moi, tu vois. J'ai envie que la région bouge et qu'il se passe des trucs, tu vois. Quand je me suis occupé à un moment donné de l'association des commerçants pendant quelques temps. Ici, par exemple, quand il y a eu si tu veux, le tourisme de Chimay, à un moment donné, cherchait des activités à diversifier. J'ai mis en relation, on a fait avec Romain le Secret de Chimay, qui est une balade dans Chimay qu'on a créée avec Romain pour la ville de Chimay. Et puis après, il s'est fait que Romain a mis au service sa dynamique d'escape game. Il a créé une escape game pour Chimay, tu vois. Donc, et on essaye d'inventer à chaque fois des choses qui font qu'il y a du jeu à Chimay, que le jeu vit dans une toute petite région
qui représente 3000 habitants. Avec le Grand Chimay, toutes les communes confondues, c'est immense, mais ça fait que 10 000 habitants. Mais ici, on est en train de développer, en partenariat avec Romain notamment, une escape game pour l'Aquascope. On a d'autres projets de faire d'autres types d'aspects ludiques sur Chimay, via la SBL du festival. Donc du développement de jeux. Mais de jeux grandeur nature, on est parti vraiment dans du jeu de piste, dans de l'escape game, Ok. dans ce genre de choses. On n'est pas dans le jeu. Pas dans le jeu. Pas spécifiquement. Il s'est fait que Mixit, on l'a signé, je l'ai signé comme ça via la société, mais c'est pas le but. Et donc toi, enfin, Mais de la formation pour enseignants si j'ai envie de faire des trucs, tu vois. Avec d'autres partenaires. Ta locomotive, c'est vraiment la transmission du jeu. Ouais. Jeux vidéo aussi? Non, pas du tout. Pas du J'ai tout. jamais été jeu vidéo. Moi, j'ai essayé, à part le flipper, au-delà du flipper, c'est une catastrophe. D'accord. Tu essaies de me mettre un joystick pour faire sauter Mario 3 fois. Après 2 fois, c'est terminé. Moi, j'ai essayé les jeux vidéo, les Pac-Man à l'époque. C'était des pièces de 20 francs belges. J'ai dû mettre 5 fois 20 francs belges. Quand j'ai compris qu'au bout du compte, j'avais joué 3 minutes avec le truc, je fais c'est bon, c'est terminé. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi du tout. Non, la technologie, c'est pas pour moi du tout. Pas la technologie. Non, c'est pas. Non. Et donc, et les jeux qui utilisent la technologie? Alors ça ne me pose pas de souci. La réalité augmentée dans un jeu, tu prends des jeux où tu as l'application smartphone avec les QR codes à scanner comme Chronicle of Crimes par exemple, ou si tu as du narratif et tu as besoin de quelque chose, ça ne me pose absolument pas de problème. Ah ouais. Ça, c'est pas un souci. Non, j'ai pas de souci avec la technologie. Mais moi, en tant qu'utilisateur et instigateur de quelque chose qui serait technologique, je suis pas, voilà. Moi, j'ai toujours rêvé, et j'en ai parlé aux autres maintenant qu'on est en ASBL, j'aurais dit, mais ça serait bien de faire un flip à Chimay, tu vois, le format flip, mais à Chimay. Je voudrais bien, parce que la ville est si prête, c'est une petite ville qui est quand même petit centre-ville, Mais avec comme le ils bas ont- de la ville. Comme il y avait un jet à un moment donné, le jet Gaming Tour. Ouais, mais en version, j'ai vraiment envie de développer un truc où on pourrait, parce qu'en fait, on a quand même des parcs à l'extérieur, avec Oui. des bois et compagnie. J'ai vraiment envie de faire le jeu dans tous ses états, un peu qu'on peut trouver au flip, avec du jeu vidéo si on veut, avec du poker, avec du jeu de cartes. Là, je le sens un peu cette fois-ci en parlant peut-être. Avec du jeu de cartes, avec du jeu tel qu'on le connaît nous, enfin tu vois, plein de genres de choses. J'ai vraiment envie de mettre ça, d'avoir à un moment donné, de dire, bah tiens, je sais pas, le week-end du 15 août pour commencer, ou bien une semaine Ouais. après plus tard, Chimay, il y a Sur un la aussi- ville est entièrement privatisée et c'est que du jeu. Dernière question. Qu'est-ce qui pourrait te faire baisser les bras? Qu'est-ce qui pourrait faire que tu puisses te dire là non, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, Alors- T'as déjà pensé à ça? À te dire Oui, ouais, bah, voilà, un jour tout ça ça va s'arrêter. Est-ce que tu sais tu t'es déjà Alors- dit tiens, qu'est-ce qui pourrait moi me dire OK, maintenant j'en peux plus, j'arrête là. Ce qui pourrait se passer, c'est, je me suis déjà, parce que tu fais toujours des scénarios, enfin, surtout en tant qu'indépendant, tu te retrouves quand même seul face au marché dans lequel tu dois ramener un certain bénéfice pour faire ton salaire. Donc, tu es quand même toujours tenu de dire, surtout dans les années qu'on vient de vivre, les 4-5 dernières années, avec le Covid et plein de choses qui vont et qui viennent, l'évolution du marché aussi, c'est vrai que ce rythme effréné des sorties, des jeux qui arrivent dans tous les sens, les infos, c'est les clients qui arrivent avec les infos avant toi, est-ce que vous avez tel jeu, ça devient vraiment d'une complexité, donc des fois tu sens cette charge. Oui. Voilà, mais heureusement, j'ai mes bouffées d'oxygène à côté qui sont tous les projets. Moi, j'ai besoin d'avoir des projets pour pouvoir continuer à vivre. Si ma vie était linéaire, en me disant, ben voilà, maintenant, j'ai un magasin et dans les 30 années à venir, je continue à vendre dans le magasin et voilà, ça, c'est fini, quoi. Moi, C'est pas une trop grosse charge mentale à devoir. J'ai besoin de ça. T'as besoin de ça? Non. Ça ne te fatigue pas Non. la surcharge mentale ainsi? À partir du moment où j'y prends jusqu'à présent, parce que je suis pas tout seul, les projets que je fais sont jamais tout seul. J'aime pas travailler seul. Je suis fils unique, mais j'ai horreur de travailler seul. Et j'aime bien travailler dans le groupe, j'aime bien partager aussi bien partager les jeux avec les gens, partager un repas, que de partager les tâches et les choses avec les gens et essayer de faire en sorte que on ait un succès commun. On fait un truc, on le fait ensemble. Le festival, c'est toute une équipe, même si c'est moi qui suis la personne que les gens connaissent le plus. Mais en même temps, sans les autres, il ne se passerait rien, tu vois, c'est un peu le but. Là, ici, c'est pour ça que je développe à côté la société Ludicama, qui est la société qui fait plutôt tout ce qui est jeux escape et compagnie. C'est une porte de sortie aussi par rapport au magasin, parce que je me dis que peut-être que dans 10 ans, peut-être que le monde du jeu va être tellement vendu sur le net qu'on n'aura peut-être plus besoin de nous, j'en sais rien. Je ne sais pas comment vont être les générations à venir par rapport au jeu. Quels seront leurs modes d'achat, j'en sais rien. Est-ce qu'on aura encore besoin de nous, j'en sais rien. J'espère que oui, hein, honnêtement, j'espère vraiment. Que le dialogue et d'avoir le ludicaire en face de toi qui sort ses boîtes et qui t'explique ses trucs. La proximité sociale. Oui,
Parce que pour moi, ça, c'est une grande partie du jeu. Ça en fait vraiment partie. Le côté social, on peut Donc, pas dans le jeu de l'enlever. société, il y a société. Il y a société, on est d'accord. Et donc, si tu enlèves cette partie-là, je crois que là, on perd beaucoup. Et justement, c'est pour ça que les gens reviennent au jeu. Parce que je pense qu'ils ont besoin de ce rapport. En tout cas, pour les gens qui vont chercher des jeux, tous ces jeux d'ambiance, tous ces jeux faciles dans lesquels ils remettent papy, mamie autour de la table avec les adolescents à table le dimanche après-midi, tout le monde est content, tu vois. Donc ça, c'est important. Et donc, mais ça, je me dis que ça pourrait peut-être, il y a peut-être des choses qui financièrement vont devenir difficiles, peut-être dans un avenir, j'en sais rien. Donc je me donne une porte de sortie avec d'autres choses. Ben, et j'ai quand même aussi 56 ans, donc je pense que dans 30 ans, je ne serai plus en train de faire tout ce que je suis en train de faire là maintenant. Mais au moins, j'aurais pas l'impression de m'être ennuyé dans ce que j'ai fait, quoi. Donc non, c'est important de continuer à avoir plein de projets qui sont porteurs et des. Moi, chaque fois que je vois un truc, j'ai envie de faire ah ça, on pourrait mettre machin avec machin, ça pourrait faire ça, tu vois, j'ai toujours voulu. Mais c'est la même chose que si j'avais tenu un hôtel-restaurant, enfin ou une auberge ou un machin, j'aurais fait la même chose, j'aurais eu tous les producteurs locaux seraient venus certainement dans l'auberge pour faire des dégustations, faire goûter aux gens, faire des machins, voilà, c'est vraiment dans ce même état d'esprit. Hein. Et donc, pas besoin des petits calmants du coup. Voilà. Ah ben mince alors. Déçu, hein. Mais c'est vrai que la fois dernière, pourtant ça vient du même paquet. Tu vois là, voilà. Je m'attendais effectivement, je me dis, il va m'attendre au tournant, ça va être graduel. Là, je me suis dit, ouais, wasabi, j'avais vu, nachos, je me dis, celui-là, celui-là, j'ai eu le plus de mal, c'est sur plus de mal entre guillemets. Ouais. Là, à un moment donné, parce que j'ai pris toute la sauce à un moment donné sur le même, là, tu le sens quand même bien. Mais ça va, acceptable. Voilà. Challenge réussi. Ouais. Ben, un tout grand merci pour toutes ces explications. Il y a beaucoup. On a Ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, mais on a appris plein de choses. C'était hyper intéressant. Mais avant de te lâcher, de te laisser repartir, j'ai 2 trucs pour toi. Oh. Mais déjà, quand tu as terminé le défi, ben, tu as droit. T'as droit à ton mon t-shirt Hot Game, Hot Game. Yeah, que je mettrai avec plaisir à Cannes. Ah ben, c'est super sympa. Voilà, je te le dis. Pas les 5 jours, parce que sinon ça va commencer. Ça va commencer. Ils vont dire, ça c'est hot le game. Hein. Ah ouais. Mais disons que là, ça va piquer, mais juste dans le nez pour les autres. Ouais. On a fait une petite photo Tout à l'heure. Tu vas me la dédicacer? Oh putain, signé, le truc de l'horreur. J'ai une signature à chier. Voilà, tu peux mettre un petit message, une petite signature. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme petit message? Qu'est-ce que tu as mis? Avec tous mes compliments. Merci pour ton énergie. Alors, bien laisser sécher. Tu vois, tu vas pouvoir repartir avec. Oh, comme c'est mimi. J'aime beaucoup. D'ailleurs, tu sais qu'en fait, si je regarde sur mon Facebook, j'ai des tonnes de photos où on s'est retrouvés ensemble à Ludinor, Oui. au BGF, à Chimay, ou sur les deux. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'années, hein, si je ne compte pas, mais depuis. Eh bien, je pense que. Depuis la guilde de l'Opale Noire. Depuis la guilde de l'Opale Noire. Où tu venais à Chimay déjà à l'époque. Oui. Et on a fait. La première fois qu'on est venu avec la guilde, on venait animer du X-Wing. Ouais. Chez les scouts. C'était le premier local qu'on utilisait, quand je disais tout à l'heure. C'était la dernière fois que tu utilisais le local des scouts. Après, tu as utilisé le réfectoire de l'Athénée. Et après, on est passé au collège. Après, tu es passé au collège. Donc, tu as vu toute l'évolution. Si tu vois, c'est pas mal d'années. Ah oui. Voilà, tu fais c'est vrai que ça a vachement bien grossi. Ouais, c'est ça. Et c'est toujours très très fun voilà. à faire. Complètement. Merci pour tout. Et merci à toi aussi. Merci à tous d'avoir suivi, d'avoir regardé. Donc, comme je disais en début d'émission, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Enfin, donc, vous connaissez tout le laïus. Je mettrai dans la barre de description de la vidéo tes réseaux. Tu peux. Ouais. Et le site, t'as un site web? Il est en construction en fait. J'ai changé de logiciel le début d'année et le site sera alors courant d'année. Avant la fin d'année, forcément, ce sera un peu neuneux de ne pas le faire avant. Ouais. Donc je dirais entre juillet et septembre, il y aura un site internet. Il y aura un site internet. Ouais. Je mettrai déjà. De toute façon, le nom de domaine il est là. Donc voilà, www.lollipop.be, ça reste. Le site, voilà.
bientôt voir le jour. Enfin, après 18 ans, tu vois, il y a quand même... Il n'est jamais trop tard, jamais trop tard. Prochaine évolution. Voilà, tu vois, il y a toujours des évolutions. Merci à tous et bon jeu.